6 janvier 2021, des milliers de manifestants escaladent les murs du Capitole. Ils brisent les fenêtres, forcent les portes, envahissent les bureaux des sénateurs sous la colère d'une conviction. Le vrai président n'est pas Joe Biden, mais Donald Trump. If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. Pendant des semaines, Trump a répété une affirmation aussi puissante qu'infondée. Il n'a pas perdu l'élection américaine, on lui a volé. Ce jour-là, ses partisans franchissent une ligne impensable en démocratie. Attaquer physiquement le lieu où le vote du peuple est respecté depuis plus de 2 siècles. Le cœur symbolique de la démocratie américaine est pris d'assaut. Comment on a pu en arriver là? À cause d'un mécanisme psychologique simple. Regardez cette photo. Donald Trump est entouré de chacun de ses opposants. Bill Clinton a tué Jeffrey Epstein. Hillary se dope avant les débats. Obama est le fondateur de Daesh. Joe Biden a volé l'élection de 2020. En une image, on voit la stratégie redoutable de Trump. Il a une bombe pour chacun de ses opposants. Aucune n'est vraie, mais des millions d'Américains y ont cru. Trump est le président de la fake news. Durant son premier mandat, il a répété plus de 30 000 affirmations fausses. Mais comment peut-on réussir à faire croire que les Chinois ont inventé le changement climatique, que boire du désinfectant soigne le Covid et que le bruit des éoliennes donne le cancer? Cette faculté à croire l'incroyable ne vient pas de nulle part. Trump n'a pas inventé ce réflexe mental. Il exploite un terrain psychologique déjà fragilisé par une chose à l'apparence beaucoup plus banale. L'horoscope. Je suis Cancer, donc évidemment que... Comment sont les signes astrologiques au lit? L'astrologie repose sur l'idée qu'un réseau invisible influence votre existence et que chaque événement cache un sens secret à décrypter. Je me doute qu'en lisant mon titre, vous avez levé un sourcil. Mais la limite entre une croyance spirituelle et une théorie complotiste est beaucoup plus fine qu'on le pense. Ces croyances partagent la même architecture mentale. Si une population accepte l'idée que son destin est tracé par les étoiles, alors elle devient vulnérable à accepter des idées beaucoup plus dangereuses. L'horoscope est la plus grande fake news de l'univers et elle est en train de menacer la démocratie. Ok, 50 secondes pour vous parler de Trade Republic. Trade Republic, c'est une banque dans une app qui fait travailler votre argent. En utilisant cette carte, vous pourriez gagner jusqu'à 852 € cette année. C'est simple, chaque euro laissé sur votre compte vous rapporte 2,25% d'intérêt brut par an, sans rien faire. Mais chaque euro que vous dépensez vous rapporte aussi. Avec le SafeBack, 1% de chaque achat est automatiquement réinvesti. Si vous payez 100 € au resto, 1 euro revient sur votre plan d'épargne et il est placé dans une action Apple, Nvidia ou un ETF plus stable. Individuellement, c'est une petite somme, mais elle se cumule et compose des intérêts. Pour faire grandir votre épargne encore plus vite, la fonction Roundup arrondit vos achats et investit la différence. Votre café coûte 2,30 €, les 70 centimes restants sont investis dans votre plan d'investissement. Pour activer le SafeBack, vous devez investir 50 € par mois dans l'action ou l'ETF de votre choix. Et investir comporte des risques, y compris la perte totale du capital investi. C'est pas un jeu, c'est votre argent. L'objectif de Trade Republic, c'est de sensibiliser les gens à le faire travailler pour sécuriser leur avenir. Ils ont plus d'1 million de clients en France et vous pouvez ouvrir un compte gratuitement en cliquant sur le lien en description. Merci Trade Republic. Je suis né le 3 juillet 1997. Ce jour-là, le ciel m'a condamné. Le cancer est un hypersensible. Je suis Cancer, donc évidemment je suis très émotive. C'est le signe le plus sensible de tous les autres signes. Pour comprendre pourquoi l'astrologie s'est infiltrée aussi profondément dans nos esprits, il faut remonter à son origine. Il y a 5000 ans, on observait le ciel pour comprendre ce que les dieux avaient en tête. Si le lever du soleil semblait aspergé de sang au printemps, on l'interprétait comme un présage de guerre. Et si la lune disparaissait un instant, le roi allait mourir. Alors on prenait un prisonnier ou un esclave, on l'installait sur le trône pour absorber le mauvais sort à la place du souverain, et on le sacrifiait. On se faisait pas chier avec l'épreuve à l'époque, on exécutait par superstition. L'astrologie est une croyance qui se base sur une période à laquelle on comprenait rien au ciel, donc on lui donnait un sens divin. C'est aussi sérieux que quand on devinait des dragons dans les nuages parce qu'on avait 8 ans. Puis est arrivée la révolution scientifique. Dans les années 1500, Copernic, Galilée, Kepler et Newton ont expliqué qu'une éclipse n'était pas un message des dieux, c'est juste la Terre qui passe entre le Soleil et la Lune. Depuis le XVIe siècle, on sait que l'astrologie, c'est du vent. Une pseudoscience qui utilise un langage scientifique et prétend se baser sur une réalité astronomique, mais qui n'a pas de sens factuel. Mais bizarrement, elle a quand même traversé les siècles. Et pas juste comme une vieille superstition anodine. Elle est devenue une industrie moderne, puissante. On la retrouve partout, dans les magazines, à la radio, à la télé, même à la Maison Blanche. En pleine guerre froide, l'agenda du président Ronald Reagan était influencé par les prévisions d'une astrologue. Le phénomène est tel qu'en 1975, 186 scientifiques, dont 18 prix Nobel, publient une déclaration. Objection à l'astrologie, pour réaffirmer qu'il n'existe aucun fondement scientifique à ces prétentions et alerter sur les dangers de cette croyance aveugle. En 1985, on a voulu régler ça une bonne fois pour toutes. Des astrologues professionnels ont accepté un test scientifique simple. Identifier le bon profil psychologique parmi 3 propositions, uniquement à partir de la date, l'heure et le lieu de naissance des volontaires. Les astrologues pensaient avoir 50% de réussite, ce qui pour une science est déjà pas hyper ambitieux. Mais ils ont fait encore moins, 33%.
Une chance sur 3. C'est exactement ce que le hasard aurait donné. Et en 98, 2 grands chercheurs en psychologie ont compilé des dizaines d'études et leur conclusion est claire. Il n'existe aucune corrélation scientifiquement valable entre votre signe astrologique et votre personnalité réelle. Donc l'astrologie est une croyance divine, née à une époque où on abattait un gars parce que la lune jouait à cache-cache et qui à chaque fois qu'on l'a testé scientifiquement a échoué, lamentablement. Mais alors si tout ça est faux, pourquoi on a l'impression que ça marche? Le piège avec l'horoscope, c'est qu'on a le sentiment que ça marche. Je veux dire, j'ai l'impression d'être un cancer. On m'a toujours dit que j'étais un cancer. Bah même ça, c'est une arnaque. Ok, on est en 1948 dans une salle de classe d'une université américaine. Le psychologue Bertram Forer vient de distribuer à chacun de ses étudiants une analyse de leur personnalité. Et ils sont bluffés. Elle les décrit chacun à la perfection. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ont tous reçu exactement le même texte. Toute la classe s'est reconnue dans la même description. Je vous lis quelques phrases et vous essayez de deviner pourquoi. Parfois, vous êtes extraverti, sociable, tandis qu'à d'autres moments, vous êtes introverti, réservé. Parfois, vous avez de sérieux doutes quant à savoir si vous avez pris la bonne décision. Vous avez un potentiel considérable que vous n'avez pas encore pleinement utilisé. Ces phrases qu'on retrouve dans les horoscopes utilisent l'effet Barnum, des affirmations si générales qu'elles parlent à tout le monde, mais flatteuses, donc on accepte de croire qu'elles nous décrivent personnellement. Mais je sens que certains ont encore un doute. Mais ce qu'il y a de bien avec l'astrologie, c'est qu'elle réalise elle-même cette expérience depuis 2000 ans. Ce que je vais vous dire là, les astrologues n'en parlent jamais. Selon l'astrologie, le ciel au-dessus de vous au moment précis de votre naissance détermine votre identité. Je suis né un 3 juillet, donc je suis cancer, peu importe l'année. Bah ça, c'est impossible. Parce que la Terre n'est pas une sphère parfaite. Elle est légèrement gonflée à l'équateur, ce qui fait lentement dévier son axe comme une toupie en déséquilibre. Donc notre ciel n'est pas du tout le même qu'il y a 2000 ans. Le calendrier astrologique a presque un mois de retard sur notre ciel. Ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes né début août, vous pensez être Lion, mais en réalité, au moment de votre naissance, le soleil était dans le cancer. De quelqu'un de charismatique et dominant, vous passez à une personne introvertie et sensible. Toute votre identité astrologique, construite depuis l'enfance, balayée en une seconde par de la physique. Vous avez passé votre vie à vous reconnaître intimement dans un signe qui n'était peut-être même pas le vôtre. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit votre horoscope parce qu'il vous décrit. Vous êtes d'accord avec lui parce qu'il flatte votre ego, vous donne le sentiment d'exister, d'être compris, d'être spécial. Ce que l'astrologie vous offre, c'est une illusion d'identité. Je suis cancer, donc évidemment que... Chaque jour, 30 millions de personnes reçoivent une notification de l'application CoStar, un des plus gros succès du business de l'astrologie. Leur promesse, c'est l'astrologie sans le bullshit, en se basant sur les données de la NASA. Personnellement, ce qu'elle me dit aujourd'hui, c'est que c'est le meilleur jour pour aller chez le coiffeur, une bonne journée pour investir mon argent, et surtout, pas de télépathie. Ça peut prêter à sourire, mais le fait que 30 millions de gens aient téléchargé CoStar et que le hashtag astrologie cumule plus de 5 millions de vidéos, c'est pas anodin. Ce matraquage finit par ancrer la croyance que l'astrologie est légitime. Parce que lorsqu'une affirmation, même fausse, est répétée régulièrement, elle finit par être acceptée comme une vérité. C'est ce que les sociologues appellent le renforcement commun. Plus vous l'entendez, plus elle vous semble familière, naturelle, évidente. À un âge où on a désespérément besoin de repères simples, de modèles faciles à comprendre, de règles à suivre, le signe est une identité instantanée qui permet de comprendre qui on est et comment se comporter. Au point que 56% des jeunes adultes vérifient le signe astrologique d'une personne avant d'accepter un date. 40% des millennials ont déjà annulé un rendez-vous à cause d'une incompatibilité astrologique. Des couples potentiels ne se rencontrent jamais parce qu'ils pensent que leurs étoiles ne s'alignent pas. Et ça s'arrête pas à Tinder. En Autriche, une compagnie d'assurance a publié une annonce de recrutement à laquelle les cancers, poissons, gémeaux et vierges ne pouvaient pas souscrire parce que l'entreprise les jugeait moins performants. On bascule doucement de l'héritage culturel romantique à une discrimination cosmique. Ça n'a aucun sens. Mais votre cerveau l'autorise volontairement. Parce que la priorité du cerveau humain, c'est pas la vérité. Sa priorité, c'est votre sécurité émotionnelle. Pour vous protéger de la réalité, il active constamment des raccourcis mentaux qu'on appelle des biais cognitifs. Le plus connu, c'est le biais de confirmation. Votre cerveau sélectionne les preuves qui confirment vos croyances et rejette celles qui les contredisent. Chaque fois qu'une prédiction semble vraie, votre cerveau la considère immédiatement comme une preuve que ça marche, mais dès qu'elle se trompe, il l'oublie aussitôt ou trouve une excuse. Votre cerveau déforme la réalité pour préserver vos croyances. Et plus vous êtes vulnérable émotionnellement, plus il le fait. C'est précisément là que ça devient dangereux. Parce qu'être aveugle envers nos propres biais ne se limite pas à nous tromper personnellement. Ça fragilise la société. En habituant nos cerveaux à ignorer les preuves, à favoriser nos croyances intuitives et notre ressenti plutôt que la réalité objective, l'astrologie agit comme un cheval de Troie, psychologique. Elle nous prépare à accepter des croyances beaucoup plus graves. La vie est faite d'incertitudes, d'imprévus, de ruptures, de maladies, d'échecs, qui génèrent un stress que le cerveau cherche à réduire. Alors pour ne pas sombrer dans l'angoisse, on a besoin de croire que quelque chose, quelque part, donne un sens à tout ça. À chaque crise collective, une pandémie, une guerre, une crise économique, l'astrologie explose. Elle arrive au moment de votre vie où tout semble vous échapper et apporte une illusion réconfortante de contrôle. On pourrait penser que c'est positif, et ça peut l'être temporairement.
Mais en vous reposant sur une illusion de contrôle, on peut renforcer un sentiment d'impuissance à travers une prophétie autoréalisatrice. C'est quand une croyance, fausse au départ, finit par se réaliser quand même, parce que vous changez inconsciemment votre comportement pour la rendre vraie. Si votre horoscope annonce une mauvaise journée, votre cerveau va se focaliser sur tout ce qui va mal, interpréter chaque difficulté comme un signe de confirmation et créer davantage de problèmes par votre attitude négative. À la fin de la journée, vous êtes convaincu que votre horoscope avait raison et il devient pour vous une grille de lecture fiable du réel. Dans les cas extrêmes, ça peut entraîner un locus de contrôle externe. La croyance que les événements de vie sont principalement déterminés par des forces extérieures et incontrôlables. Certaines personnes peuvent perdre confiance en leur propre choix, attendre passivement que l'univers décide à leur place et ils deviennent fatalistes, passifs face aux difficultés de la vie. Plusieurs études l'associent à une augmentation des symptômes anxieux et dépressifs. Je suis pas en train de vous dire que si vous lisez votre horoscope, vous finirez dépressif. Ça se passe bien pour la grande majorité des gens. Mais les personnes les plus vulnérables, pour qui tout va mal, peuvent se retrouver prises au piège d'une angoisse paralysante, incapables de sortir de cette illusion rassurante mais destructrice qu'elles ont involontairement construite elles-mêmes. En encourageant une vision prédéterminée de l'existence, en enfermant ses adeptes dans une fausse vérité, l'astrologie peut affaiblir l'autonomie décisionnelle. Et ça va beaucoup plus loin que l'horoscope. C'est pas l'horoscope en lui-même le problème, c'est le système de pensée qu'il installe. L'astrologie et les théories du complot partagent une même logique séduisante. L'idée que notre vie est influencée par un réseau invisible et qu'un immense secret se cache derrière les apparences. Michael Jackson est vivant, des ovnis sont dans la zone 51, la Terre est plate, ces croyances séduisent car elles promettent du sens face au chaos. Quand vous croyez à l'idée que des étoiles à des millions de kilomètres écrivent votre vie, vous pourriez croire n'importe quelle réalité parallèle. Et c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, les frontières entre astrologie, paranormale et théorie du complot se sont totalement effondrées. En quelques clics sur les réseaux, on passe des horoscopes aux extraterrestres, puis aux sociétés secrètes. C'est ce que les chercheurs appellent la conspiritualité, une convergence qui nous enferme dans des bulles algorithmiques qui amplifient nos biais cognitifs et rendent crédibles des fictions complètes. Pendant la période chaotique du Covid, des influenceurs bien-être se sont mis à relayer massivement que le virus est une opération planifiée par les gouvernements, que les vaccins modifient l'ADN et qu'elles contiennent des micropuces 5G pour contrôler la population. De l'extérieur, c'est absurde. Mais à côté de la croyance en laquelle des étoiles à des millions de kilomètres choisissent avec qui vous pouvez sortir, pas tant que ça. Progressivement, chaque croyance commence à paraître plausible simplement parce qu'elle est entourée d'autres informations tout aussi invraisemblables. Ces croyances spirituelles qui paraissent anodines servent en fait de passerelle naturelle aux théories complotistes. Derrière chaque croyance irrationnelle sommeille le potentiel d'un complotisme destructeur qu'il suffisait que quelqu'un réveille. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States. En juin 2015, Donald Trump descend l'escalator de la Trump Tower pour annoncer sa candidature à la présidence des États-Unis. Et personne le prend au sérieux. Trump est un milliardaire provocateur, une star de télé-réalité habituée au scandale médiatique. Aux yeux des médias et de l'élite politique, c'est du show. Il ne peut pas être élu président des États-Unis. C'était en effet impossible, à 2 mots près. And I want you all to know that we are fighting the fake news. Fake news. Fake news. You are fake news. Fake news. En 2 mots, Trump a retourné le pays. À l'origine, une fake news, c'est une blague, un canular. Mais en quelques mois, Trump l'a vidé de son sens pour en faire un slogan. À chaque meeting, il l'utilisait pour traiter les médias qui n'allaient pas dans son sens de menteurs, de corrompus, pour saper la crédibilité de la presse, polariser l'opinion publique et brouiller la distinction entre les faits et les opinions. À force de nier l'évidence et d'affirmer des contre-vérités, il a épuisé le discernement du public. Trump a réussi à se libérer de l'obligation de vérité et c'est ce qui lui a permis de dominer l'attention médiatique. Sur Internet, le mensonge se propage plus vite parce que les algorithmes favorisent l'émotion brutale, l'indignation et le scandale immédiat. C'est ce qui a bousculé l'équilibre entre les rumeurs et les faits. Il a compris mieux que personne que chacun vit dans une réalité parallèle, limitée par sa propre bulle algorithmique, où la vérité est insignifiante face à la force de l'opinion, du ressenti, de l'intuition. Durant son premier mandat présidentiel, il a affirmé plus de 30 000 fake news. La dernière année, il a atteint une moyenne de plus de 20 mensonges par jour. D'après PolitiFact, sur des sujets essentiels comme l'immigration, la politique étrangère, la criminalité et la santé, plus de 70% de ces informations étaient fausses ou trompeuses. Mais il a tellement habitué son public à accepter son opinion comme un fait que s'il le dit, c'est probablement vrai. Alors le bruit des éoliennes donne le cancer, boire du désinfectant pourrait soigner le Covid, le changement climatique est une invention des Chinois et il n'a pas perdu l'élection de 2020, on lui a volé. Dans un monde où la vérité est fragile, il suffit de crier plus fort que les faits pour prendre le contrôle du récit. L'astrologie et les théories du complot partagent une structure cognitive commune. La recherche de sens cachés, l'intuition d'un ordre secret et le refus du chaos. Les pseudosciences sont des cultes dans lesquels la répétition constante d'idées simplistes, la diabolisation des opposants et la redéfinition permanente de la réalité aveuglent les adeptes.
il n'a fait qu'appliquer à la politique ces mêmes mécanismes psychologiques pour consolider un public de fidèles hermétiques aux faits et prisonniers d'une réalité alternative. Avec des slogans simples et puissants comme « Lock her up » pour discréditer Hillary Clinton, « Build a wall » pour cristalliser la peur de l'extérieur et renforcer le sentiment d'insécurité, ou « Make America Great Again » pour susciter une nostalgie idéalisée de la vision que chaque électeur a de l'Amérique. Il a forgé une loyauté émotionnelle qui ne dépend plus de la vérité, mais de l'adhésion inconditionnelle au récit qu'il propose. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, et nous sommes entrés dans son royaume, celui de la post-vérité. Quand Trump affirme que le changement climatique est une illusion ou un canular inventé par les Chinois, c'est pas seulement ridicule, c'est dangereux. Les preuves scientifiques sont écrasantes. Hausse rapide des températures mondiales, multiplication des événements climatiques extrêmes, canicules, sécheresses, tempêtes hors normes, perte dramatique de biodiversité et augmentation préoccupante de maladies infectieuses. L'écrasante majorité des climatologues s'accordent à dire que le réchauffement climatique est réel et que ce sont les humains qui le provoquent. Il n'y a plus de débat sur son existence, seulement sur l'ampleur de ses conséquences. Il est urgent d'agir, mais nous faisons société avec des gens qui nient cette réalité. Parce qu'ils ont lu un tweet, parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'il fasse plus chaud qu'avant, et parce que les médias ont déjà menti sur la forme de la Terre, alors pourquoi pas sur ça? Ce scepticisme imposé artificiellement par des mensonges systématiques paralyse l'action collective. Quand la vérité devient optionnelle, chaque problème grave, chaque urgence réelle devient impossible à résoudre collectivement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler un problème pareil? Je vais vous surprendre, mais la réponse est décevante de simplicité. Il faut remettre la vérité au centre de nos priorités, avec une règle vieille comme la science, la charge de la preuve. C'est simple, celui qui avance une affirmation extraordinaire doit apporter une preuve extraordinaire. Exemple, hier soir, j'ai passé la soirée à jouer au poker dans une cave parisienne avec Xavier Dupont de Ligonnès. Prouvez-moi que c'est faux. Vous ne pouvez pas. Est-ce que ça en fait une vérité? Bien sûr que non. Ce que je viens de faire, c'est une inversion de la charge de la preuve. C'est pas à vous de prouver que c'est faux, c'est à moi de prouver que c'est vrai. Une affirmation sans preuve n'a aucune valeur et c'est à celui qui l'affirme d'apporter la preuve que c'est vrai. Quand quelqu'un vous balance « faites vos propres recherches », c'est pas vraiment une invitation à le faire. Il esquive sa responsabilité. Ne le laissez pas entrer dans votre tête. Si la science se rapproche autant de la vérité, c'est pas parce que les scientifiques seraient infaillibles individuellement. Ils ne le sont pas. C'est parce que la méthode scientifique impose de vérifier systématiquement chaque affirmation par des tests répétés, la reproduction indépendante des résultats et l'examen critique constant. La science ne dit pas toujours vrai, mais elle est fiable précisément parce qu'elle ne croit personne sur parole. Contrairement à l'astrologie ou aux théories du complot, qui cherchent à confirmer ce que nous voulons déjà croire, la pensée scientifique fait exactement l'inverse. Elle tente de réfuter ses propres hypothèses pour ne garder que les vérités robustes face à l'épreuve du réel. Enseigner cette démarche à l'école ne devrait pas être un luxe académique. C'est une nécessité sociétale. Sans elle, nous perdons le seul repère fiable pour distinguer une opinion, aussi séduisante soit-elle, d'une réalité objective. Vérifier une information avant de la partager, savoir dire « je sais pas », reconnaître un fait même quand il bouscule vos idées, c'est un acte politique. Croire sans preuve, c'est renoncer à comprendre. Attendre des preuves, ce n'est pas être un mouton, c'est refuser de les rejoindre. Une société qui détourne le regard de la vérité pour ne voir que le monde tel qu'elle souhaite qu'il soit, perd inévitablement l'équilibre et se condamne elle-même à basculer lentement vers l'extrémisme. La vérité, c'est ce fil invisible qui relie les citoyens entre eux. Quand ils se rompent, c'est l'idée même de vivre ensemble qui s'effondre. Sans une réalité commune, nous ne faisons plus société. Le dialogue devient affrontement, l'argument devient un slogan. Abandonner la vérité, c'est abandonner la liberté. Parce que quand la vérité s'efface, il ne reste plus que la force. Et dans un monde gouverné par la force, ce n'est jamais vous qui gagnerez. La démocratie est fragile. Nous sommes toujours à un mensonge de répéter l'histoire. Et je crois que la vérité commence par reconnaître que je ne suis pas vraiment cancer. Merci à tous, merci à Trade Republic. C'était Léo Duff.